Guy Pustelnik, bonjour. Oui, bonjour. Je me présente, Jacques Aristide Perrin, j'appartiens à une chaire de recherche à l'Université de Limoges qui s'appelle Capital environnemental et gestion durable des cours d'eau. Aujourd'hui, je remercie Guy Pustelnik de m'accueillir pour justement qu'il nous fasse partager son expérience de gestionnaire et de scientifique dans le cadre du bassin versant de la Dordogne, et je vais avoir de nombreuses questions à lui poser sur son expérience, ses savoirs, voilà, son regard finalement, critique ou non, par rapport à ses actions durant sa carrière. On commence? Eh bien, on y va. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter votre formation, votre diplôme D'accord. Bon, moi j'ai fait un cursus tout à fait traditionnel au départ, donc un bac scientifique, une école préparatoire, ensuite une école d'ingénieur des techniques agricoles, l'ENITA. Mais déjà là, j'avais commencé à prendre l'option écologie. C'était un début. J'ai passé un mémoire en océanographie, c'était mon mémoire d'ingénieur, que j'avais passé à Villefranche-sur-Mer, avec comme maître de stage, qui m'a quand même pas mal marqué, Alain Thiriot et Alain Bombard. Ça, c'était plutôt formateur. Et puis, tranquillement, de l'océanographie, en lisant, je me suis plutôt orienté vers l'écologie des eaux douces. Et donc, après, je suis allé à Besançon passer un DESS avec Jean Verneau, DESS sur la gestion de l'eau et la qualité des eaux. Et c'est là où j'ai pu découvrir, j'allais dire, à travers leurs fondateurs, les indices biotiques et autres méthodes d'approche des cours d'eau appuyées sur l'habitat, appuyées sur une sorte d'écologie fondamentale. Et ça, c'est important parce que lorsque vous avez appris à déterminer les différentes écophases des trichoptères, des éphémères, vous comprenez très bien qu'il faudra garder toujours un lien entre les aspects fondamentaux et puis une gestion avec un recul ou une altitude différente. Donc ça a été pour moi un ancrage extrêmement important. Ensuite, après avoir commencé à travailler pour le Conseil supérieur de la pêche, j'y reviendrai après, j'ai entamé un travail de thèse en géographie cette fois sur la gestion des fleuves, sur la gestion des cours d'eau et sur la notion d'habitat. Et donc pendant 3 ans, j'ai travaillé sur la Dordogne à essayer de comprendre en quoi les habitats que l'on trouvait dans un cours d'eau pouvaient conditionner la richesse piscicole, la biodiversité, et devait ensuite permettre d'élaborer quelques méthodes qui pouvaient servir aux gestionnaires. Voilà. Ça a Alors été pourquoi ce passage justement de l'océanographie au cours d'eau? Est-ce que les cours d'eau vous ont attiré particulièrement? Est-ce qu'il y a une histoire de vie familiale ou c'était l'occasion Non, de... je crois que ça a été l'occasion, après l'océanographie, où les débouchés n'étaient pas non plus très, très diversifiés. Je suis revenu, moi j'étais plutôt du centre de la France, je suis revenu chez moi et puis euh, la- l'intérêt pour les cours d'eau, l'écologie aquatique était quand même présent et donc la Besançon, son université et Jean Verneau était quand même quelqu'un Hmm, qui était très attractif lorsqu'on voulait s'intéresser à ça et donc j'ai eu la chance d'aller à Besançon et de les rencontrer, de travailler avec eux. d'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre arrivée justement sur ce bassin de la Dordogne? En quelles années? Dans quel contexte? Alors là, J'imagine qu'il y a ça, beaucoup à dire. oui, oui et non, mais c'était très drôle parce que mon DESS en poche, l'hydrobiologie ayant été mon centre d'intérêt le plus évident, mais j'ai commencé à chercher du travail et ça s'est fait très rapidement finalement, puisque j'ai appelé le ministère de l'Environnement comme ça au hasard. Je suis tombé sur une secrétaire qui me dit faudrait que vous rencontriez Jean-Pierre Tanne. Ah, je ne connaissais pas ce monsieur. Ben, j'ai dit écoutez, si vous pouvez m'avoir un rendez-vous, il n'y a pas de souci. J'ai dû y aller le lendemain ou le surlendemain. C'est un luxe. Et c'est un luxe. Et Jean-Pierre me dit, bah écoute, il y a des bassins versants sur lesquels on souhaite mettre des chargés de mission qui seraient directement reliés à la direction de l'eau du ministère et qui travailleraient sur la restauration des poissons migrateurs. Banco.
C'est là où je suis revenu en disant, tiens, il y a un poste qui me plairait bien sur la Dordogne. D'accord. Je vais être complètement franc, j'ai pris une carte et Ça arrive parfois. j'ai regardé où était la Dordogne. Et voilà, ça a été ensuite presque une accumulation de chance. Jean-Pierre connaissait en Dordogne Bernard Dussart, qui travaillait aux ESI, qui était un limnologue de haut vol, et qui était en train de monter un laboratoire à Sarlat, qui s'appelait l'Institut d'études sur le bassin de la Dordogne, qu'on a après appelé par gentillesse, je pense, l'Institut Bernard Dussart. C'était un peu ça. Alors ça a été créé à peu près en quelle année pour Ça, constituer c'était pour... dans les années 1978-79. D'accord. Donc je suis arrivé à Sarlat, dans des conditions personnelles très drôles, parce que ma femme était kinésithérapeute, elle n'avait pas de boulot, on n'avait pas de maison, on campait, et j'ai commencé pendant quelques mois à travailler en campant. D'accord. Et dans ce laboratoire, eh ben, on l'a monté de toutes pièces. On a monté les tables, on a monté les paillasses, on a commencé à commander les loupes binoculaires. On a commencé avec Bernard Mathieu, un collègue qui était arrivé avant et qui travaillait lui pour l'IBD et moi pour le ministère de l'Environnement. On a commencé donc à monter ce laboratoire qui travaillait sur la Dordogne. Et là, de fil en aiguille, donc lui avait son sujet, il travaillait beaucoup sur la faune interstitielle, donc moi je l'aidais, je travaillais avec lui aussi, et lui me filait un coup de main sur mon sujet qui était la restauration des poissons migrateurs, la restauration du saumon. Donc on avait chacun notre travail, dans un cadre avec un encadrement qui était important quand même et qui a été très valorisant pour nous, parce qu'il y avait Bernard Dussart, qui était quand même le limnologue spécialiste des copépodes, et lui aussi, là, la notion d'écophase, il a fallu qu'on la développe, qu'on comprenne un peu cette évolution verticale des invertébrés dans un fond de rivière, cette chaîne alimentaire dont tous les poissons avaient besoin. Et sans les copépodes, sans les invertébrés aquatiques à tout leur stade de développement, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Et d'ailleurs, petit aparté, aujourd'hui on a oublié tout ça. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de copépodes. Moi, ça fait des années que je n'ai pas entendu parler de copépodes, de rien d'ailleurs. On ne parle plus d'invertébrés, on ne parle plus de rien. On a uniquement retenu la partie indice biotique et encore de moins en moins. Maintenant, on a substitué le doigt mouillé à l'étude des différentes écophases, des invertébrés, des petits crustacés et de tout ce que l'on trouve, dont dépend finalement la survie des cours d'eau. C'est comme si on avait occulté l'essentiel. Et à l'époque, lorsque vous êtes arrivé, quel était le contexte un peu hydrobiologique, institutionnel? Comment a été Ouais. accueilli votre projet? C'était très compliqué parce que je suis arrivé en plein conflit, puisque le point crucial qui avait été mis déjà en avant dans les premières études qui avaient été faites sur la Dordogne, c'était l'impact des extractions de gravier. Et donc moi je suis arrivé ici en plein conflit. C'est là où il y avait des associations comme l'association de sauvegarde pour l'avenir de la vallée de la Dordogne, l'ASSAD, qui était en plein combat. Ils faisaient des réunions dans des petits villages où tout d'un coup il y avait 1000 personnes alors qu'il y avait 80 habitants dans le village pour lutter contre les dragues, pour évacuer les dragues. Et nous, on arrivait là-dedans, les mecs disaient on a invité un savant. J'étais pas vraiment savant, mais on était là pour amener des arguments scientifiques à toute cette dynamique sociétale locale qui était fantastique. Moi, je me suis trouvé là, tout d'un coup, on était presque sur un piédestal au pied de tous ces citoyens qui avaient besoin d'arguments pour une lutte qu'ils avaient engagée avec leurs propres convictions. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà l'essentiel, si je puis dire, et nous, on amenait les arguments superflus. Et ils s'en emparaient. Ils ont pris notre vocabulaire, ils ont pris nos arguments, puis ils allaient les défendre publiquement auprès des préfets dans les réunions où les associations d'environnement étaient là. Moi, j'ai vécu une époque fabuleuse. J'ai une reconnaissance énorme vis-à-vis de ces associatifs, de tous ces citoyens-là qui nous ont adoptés grâce à ça. On leur rendait un tout petit service, puis nous, ils nous en ont rendu un gros, hein, parce qu'ils nous ont donné une légitimité. Et comme c'est cette légitimité-là qui m'a permis après finalement de bâtir ma carrière.
Vous voyez, j'ai été la chercher dans les fermes, j'ai été la chercher dans des communes, dans des maisons, dans des maisons, enfin, c'était invraisemblable. Et durant ces débats sur les gravières, vous interveniez sur des questions propres à la faune aquatique ou sur des enjeux plus globaux Bah, c'était la faune aquatique d'abord, et après c'était des enjeux plus globaux. Mais nous, il fallait qu'on bosse aussi, parce que derrière, il fallait qu'on aille chercher tous les arguments. Parce que c'était pas uniquement là. Nous, on se retrouvait dans l'institutionnel. Je travaillais pour le ministère de l'Environnement. Hein, à l'époque, j'étais syndicaliste à la CFDT du ministère. Donc, on était partagé entre les deux. On participait à des réunions. Et dans les réunions, on se faisait appeler les messieurs les poissonniers, qu'avez-vous à rajouter? C'est-à-dire qu'on voyait arriver les gros bureaux d'études comme la Sogrea, qui venaient nous expliquer qu'il fallait faire des seuils pour pouvoir continuer à extraire à l'amont sans provoquer d'érosion régressive. Et puis nous, quand il restait 5 minutes, le préfet ou le gestionnaire nous disait, messieurs les poissonniers, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, certes. Et puis après, on allait sur le terrain pour aller chercher de l'information. Entre les deux, là, entre les réunions nocturnes le soir avec les associations et les réunions dans la journée avec le préfet, on allait sur le terrain chercher de l'info. On allait installer des turbidimètres à l'aval des extractions de gravier. On allait faire des plongées pour voir si le fond était complètement colmaté ou s'il y avait une chance qu'il s'en sorte. Les pêcheurs nous emmenaient, je me souviens, c'était chaud quand même, hein. Les extracteurs de gravier voulaient nous noyer. Alors je disais, écoutez, je nage mieux que vous, qu'est-ce que vous voulez essayer de me noyer? C'est pas, vous y arriverez pas. Et quel était le contexte des poissons migrateurs justement à cette époque? Ah ben là, Ils connaissaient déjà un déclin là prononcé? le contexte était multiple, parce que d'un côté, il y avait les barrages, je vous en parlerai après, et de l'autre côté, il y avait ce combat qui a été le premier combat, c'était les extractions de gravier. Il fallait les virer du lit mineur de la Dordogne. Et ça, c'était un mandat extrêmement fort. Et donc d'ailleurs ça s'est fait en 81 puisqu'il y a eu une directive ministérielle où ils n'ont plus le droit d'extraire en lit mineur. Mais ça a été des combats. euh, on allait faire des prélèvements de sédiments transportés par les pelles. On allait récupérer de la flotte une fois que la dragline sortait de l'eau. Puis des fois, le mec relâchait la dragline pour essayer de nous évacuer, quoi. Avec les pêcheurs, avec Fernand Valette, avec tous ces gens-là. C'était une époque qui était à la fois active, associative, institutionnelle. Moi, je représentais l'administration, mais c'était presque une sorte de mélange entre l'administratif, l'institutionnel et puis le combat associatif, quoi. C'était, Et pour revenir sur ce côté, ça serait plus possible aujourd'hui, ça. et pour revenir sur ce côté institutionnel, pour un peu recontextualiser l'époque, qui concrètement s'occupait de la Dordogne avant la création Alors, d'Épidore, dont vous êtes un des fondateurs, hein. C'était merveilleux parce que moi j'avais été posé là par Jean-Pierre Tanne, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'avais le lien direct avec Jean-Pierre Tanne. Alors d'un côté, il y avait les préfets, mais lorsque j'avais un embêtement avec le préfet ou avec le directeur de l'équipement local qui disait « Mais qu'est-ce que ce mec-là vient nous embêter? Il fait de la gîte propre dans les communes. » Et puis, ben moi j'allais dire, j'étais couvert, mais officiellement, enfin réellement couvert, défendu par les collègues du ministère. Moi je lui rendais compte directement, j'avais pas d'intermédiaire. Aujourd'hui, ça serait plus possible parce qu'il faut passer par le préfet, le DREAL, enfin bon, le préfet de bassin. Maintenant, il y a une telle complexité que ça serait plus possible. Là, on avait une sorte de liberté et de couverture par des gens qui prenaient réellement toutes leurs responsabilités. Une époque fantastique. Bah, c'est dire aussi 81, on arrivait, c'était l'époque des radios libres, c'était l'époque où il y avait ce vent de liberté qui se Et puis nous, on en profitait. On profitait de ce vent de liberté pour... il y avait des interviews, il y avait des radios libres qui venaient nous demander ce qu'on pensait des extractions de gravier, etc. Enfin, c'était un moment de liberté. Alors, on avait à la fois une très belle couverture scientifique, parce que moi, j'avais lancé ma thèse à l'époque, c'était Dussart, mon maître de thèse. Vous vous rendez compte, avec un maître de thèse comme ça, si moi j'étais le roi du pétrole, quoi. C'était... on lisait énormément, c'est à ce moment-là où moi j'ai fait ma bibliothèque, où j'avais tous les tirés à part. Il fallait qu'on soit bon. Il fallait qu'on soit meilleur que les autres pour pouvoir argumenter sans être contredit par un directeur de l'équipement ou autre, quoi. Une époque formidable, je vous dis.
Et alors pour revenir sur votre thèse, et puis après l'étude fondatrice dans les années 80 sur voilà, l'état de la Dordogne, du bassin versant en général, est-ce que vous pouvez présenter quelques mots, quel était votre objectif, vos principaux résultats, qu'est-ce que ça a donné justement par la suite? Alors, ma thèse, ça a été aussi une belle aventure parce qu'il fallait prouver que on devait arrêter les dragues, qu'il fallait commencer à faire attention à l'impact des barrages, etc. Donc, moi, je suis toujours parti du principe qu'il fallait aller chercher une information rationnelle. Parce que si on n'est pas crédible grâce à l'information, on n'avance pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de DCE et puis que les trois quarts des masses d'eau sont appréciées au doigt mouillé, comment voulez-vous être crédible dans une affaire comme ça? Personne ne sait rien sur rien et on veut prendre des orientations et des décisions politiques. À l'époque, on m'avait autorisé à aller chercher de l'information. Et cette information, alors c'est à ce moment-là où j'ai commencé à plonger. Donc j'ai passé mes diplômes de plongée. Je suis rentré dans une association de plongeurs scientifiques avec le CEMAGREF à Bordeaux, parce qu'il fallait aller chercher l'information là où elle était, c'est-à-dire au fond. C'est à ce moment-là aussi que moi j'ai appris à aller chercher les informations chez les pêcheurs professionnels, ils pêchaient depuis 40 ans au même endroit. Ces mecs-là, ils savaient ce qu'il y avait dessous. Quand le mec me décrivait les fonds, je savais que j'allais trouver la même chose en plongeant. Parce que cette connaissance-là n'existait pas auparavant. Ah non, La Dordogne n'avait pas été assez ou non, suffisamment elle avait étudiée. été étudiée de façon globale, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations. C'est avec l'IBD dont je vous ai parlé que tout ça c'est rationalisé. Et puis cette espèce d'envie d'aller chercher toutes ces infos. La Dordogne a été d'ailleurs un des seuls fleuves, ou un des rares fleuves, ou un des seuls fleuves, plongé d'Argentat jusqu'à l'estuaire. J'ai passé des journées sous l'eau avec un collègue technicien qui cartographiait à la surface. Je plongeais, je décrivais, je remontais. Enfin, c'était un. Des fois, je rentrais le soir, on allait chercher un sandwich ou de la bouffe dans un grand magasin, dans une grande surface, j'avais l'impression de sortir. J'avais passé ma journée sous l'eau. Ensuite, on avait donc cartographié les habitats et on faisait des pêches avec les pêcheurs professionnels. Alors là, c'était aussi une aventure merveilleuse. Ces mecs-là savaient poser les filets où il fallait. Donc après, on pesait le poisson, on le mesurait, on faisait des études morphologiques de toutes les truites et de toutes les espèces qu'on ramassait pour essayer de voir, de comprendre, d'aller au bout du débat. Alors, on posait des filets de différentes mailles pour avoir justement toutes les écophases. Donc moi, je les voyais sous l'eau, on les sortait, on les pesait, on les mesurait. Donc on a accumulé une information très complète. Et puis j'avais le collègue qui travaillait, lui, sur la faune interstitielle. Dussard qui regardait les copépodes. Ce qui fait qu'en fait, à cette époque-là, on avait quasi la totalité de l'écosystème. Et ça nous donnait des arguments, et puis ça renforçait une conviction que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire qu'ensuite, lorsque après on venait discuter sur la déstabilisation d'une berge ou sur un projet de seuil dans le cours d'eau, mais moi je savais ce qu'il y avait dessous. Le collègue, il savait ce qu'il y avait comme invertébré. Qu'est-ce que vous voulez que les bureaux d'études qui arrivaient ensuite avec une vision uniquement de la surface, on discutait d'égal à égal, là, parce qu'ils étaient peut-être meilleurs que nous en hydraulique, mais nous, le fond de la rivière, on le connaissait, et on savait ce qu'il y avait là-dedans. Les pêcheurs, on les avait avec nous. Enfin, c'était pas David contre Goliath, parce que là, on allait chercher des arguments et des bons, quoi. Mmh. Et alors, comment vous êtes passé de cette production de connaissances, de savoir sur le bassin versant dans pas mal de ses dimensions, à justement la création de grands objectifs de gestion pour ce bassin versant? Alors, c'est là où la thèse a joué un peu le rôle d'interface, parce que dans la thèse, où moi j'ai essayé de transformer tout ce savoir accumulé en méthode acceptable par l'administration, c'est-à-dire en gros, on a commencé à travailler sur des notions d'indice de qualité de l'habitat. Bon, alors, il y a un petit détail qui est important aussi dans cette affaire-là, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec le Québec. La Dordogne était jumelée depuis 1985 avec la Jacques Cartier au Québec. Et du coup, moi je me suis retrouvé à faire pas mal d'allers-retours et à regarder tout ce qui se passait au Québec en matière de gestion, parce que c'était plutôt des gestionnaires à grande échelle. Quand ils travaillaient sur des lacs, ils y allaient en hélico, et ils avaient des méthodes qui leur permettaient de rapidement collecter les informations qu'ils avaient sur des lacs extrêmement nombreux. Et donc, il y avait, autant que je me souvienne encore, vous voyez, j'ai même ces noms en tête, Provencher et La Montagne, qui avaient bossé sur des notions indiciaires. Et je me suis dit, ça c'est peut-être l'interface qui va manquer pour discuter avec l'administration et travailler sur la gestion.
Donc c'est là où j'avais commencé à bosser sur l'élaboration de ces indices de qualité globale de l'habitat qui mélangeaient la qualité de l'eau, mais aussi les habitats qu'on avait décrits. C'est-à-dire qu'en gros, pour qu'un poisson habite quelque part, moi j'avais très bien compris qu'il fallait qu'il puisse se planquer, qu'il puisse se nourrir, qu'il puisse aller se reproduire et qu'il puisse transiter entre tout ça. D'ailleurs, les pêcheurs le savaient aussi, puisque c'est là qu'ils mettaient leurs filets, dans les zones de transit. Donc on a mélangé dans cette affaire-là la partie qualité de l'eau, et puis la partie invertébrée et la partie habitat du poisson. D'accord. Donc cette thèse-là m'a aidé à imaginer. M'a imaginé que des premières mesures de gestion. Par exemple, lorsque dans un secteur géographique, il y a un bras mort qui avait été mis à sec par les extractions de gravier parce que le niveau avait baissé, eh bien, il était évident pour moi que le bras mort méritait d'être réouvert pour redonner accès à toutes ces espèces d'eau calme à des zones de reproduction. Donc, si vous voyez, il y a une espèce de logique d'ailleurs, hein, qu'on ne respecte plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître pour arriver ensuite à conceptualiser le dispositif et ensuite proposer des mesures de gestion aux gens. Si vous voulez, tout ça est d'une logique implacable. Et aujourd'hui, ce qui m'ennuie, c'est que globalement, on ne s'occupe plus du fondamental du tout. Plus personne s'en occupe, il n'y a plus de copépodistes, il n'y a plus de pratiquement. En France, si vous voulez travailler à fond sur un sujet, c'est maintenant extrêmement difficile. On oublie tout le début et on veut aller directement à la fin. Donc les mesures de gestion se font au doigt mouillé ou alors se font sur d'autres critères. C'est-à-dire on dit, bah tiens, pour le paysage, on va couper des arbres, on va creuser, enfin bon, peu importe. Mais on se contente de la fin, quoi. D'accord. Et moi j'ai eu la chance, je dis bien la chance, de ne pas me contenter de la fin. C'est-à-dire d'avoir cette capacité et ce temps, parce que Jean-Pierre Than m'avait donné du temps, même si c'était une époque très dure, parce que j'étais sur des contrats de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. C'était carrément compliqué hein, en termes de gestion personnelle. Mais ma femme a accepté ça. Et donc on a continué et j'ai pris le temps. J'ai pris 2 ans, 3 ans, rien que pour la cartographie de la Dordogne, ça m'a pris 2 ans. En plongeant souvent. Mais il a fallu que le Conseil supérieur de la pêche accepte de payer à l'époque, puisque le ministère m'avait payé après à un moment donné par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la pêche, par l'intermédiaire d'une fédération de pêche, par l'intermédiaire d'une DDA, enfin des contrats j'en ai eu de tous azimuts. Hein. Mais j'ai eu du temps, et le CSP par exemple avait accepté d'acheter un bateau, d'acheter du matériel de plongée. Le CSP m'avait même acheté un épervier, parce que pour les petites formes, on avait acheté du matériel de pêche électrique. C'est-à-dire qu'en gros, surtout j'ai gagné ma liberté, j'ai gardé ma liberté. C'est-à-dire moi je bossais avec des gardes-pêche dans des conditions qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Quand on allait faire des pêches électriques au pied d'un barrage, on était 2 dans le bateau, on lançait les électrodes au pied du barrage pour voir s'il y avait un saumon. D'ailleurs il y en avait de temps en temps. Mais on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. Parce que maintenant il y a je sais pas, bon, c'est peut-être mieux, c'est peut-être moins bien, j'en sais rien. Mais il faut être 10 pour arriver, il faut avoir un bateau de sécurité, il faut déclarer tout et le reste. Moi, je me contentais, quand on faisait nos pêches, d'appeler les gardes-pêche en disant « Je vous avertis, on va aller poser des filets tous azimuts, donc venez pas, sinon le pêcheur, il pêchera pas. Donc, il y avait cette espèce de liberté qui m'ont permis finalement d'aller au bout de... Enfin, au bout, non, on n'est jamais au bout, mais qui m'ont permis d'accumuler toutes ces informations... alors, ce qui est important aussi, c'est que ces informations-là, en continu, parce qu'il y avait une demande sociale importante, on continuait, au fur et à mesure qu'on les accumulait, on allait dans ces réunions communales, ça jusqu'en 81, 78, 79, 80, 81, que l'interdiction des gravières soit officielle, ben, il y avait toutes ces réunions publiques où on allait amener un savoir qu'on accumulait au fur et à mesure, quoi. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez décrire justement le passage entre le résultat de ces études, la vôtre et peut-être d'autres hein, du Bien ministère, sûr. et la création d'Epidor? Comment s'est fait justement cette Alors, voilà. transition? Parce qu'en fait, c'est un sujet assez passionnant pour les gens de ma génération, mais peut-être aussi pour d'autres, parce qu'on n'a pas connu cette structuration administrative, institutionnelle. Et voilà, comment finalement, c'est une grande question en sciences fondamentales, mais aussi comment on fait ce passage entre la science et l'action, la Alors, recherche et l'action. Il y a eu une interface dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que avant qu'on arrive à Epidor, il y a eu une évolution, il y a eu la phase de combat dont je viens de vous parler, on va chercher de l'information, on la met à disposition, on se bat dans les réunions pour qu'à un moment donné on arrive en 81 où on arrête les extractions. Bon. Ensuite, il y a eu la phase de mobilisation autour des poissons migrateurs. Donc ça c'était le jumelage avec la Dordogne Jacques Cartier, puisqu'on est parti ensemble sur la dynamique de restauration des poissons migrateurs.
Et là, tout d'un coup, j'ai abandonné un peu les extractions de gravier, puisqu'il n'y en avait plus, et on a commencé à s'intéresser à ce qu'il fallait faire pour restaurer les migrateurs. Donc ça a été aussi jalonné de plein d'actions. Ça a été la création de la pisciculture de Castel, moi au début j'y allais pour l'alose. J'allais capturer des géniteurs d'alose sur la base d'Ordogne, et puis on les faisait pondre, et j'essayais de les faire se développer à la pisciculture de Castel. L'eau était trop froide. Bon, ça allait très bien pour le saumon. On a fait des essais sur le saumon, puis petit à petit, donc il fallait ramener du poisson pour arriver à réamorcer la pompe. En parallèle de ça, on travaillait avec EDF sur les passes à poissons. Il fallait commencer à construire la passe à poissons de Bergerac. Bon, donc si vous voulez tout ça, et puis il fallait augmenter la demande sociale aussi, parce que les débats avec EDF sur la construction de passes à poissons, ça n'a pas toujours été simple. Hein. Il fallait convaincre, il fallait que les élus soient convaincus, que l'État soit convaincu, il fallait des arguments, il fallait une pression sociale. Pour augmenter la pression sociale, on a dit il faut de l'information. Donc moi j'avais déjà l'expérience des réunions communales, mais il fallait trouver autre chose. Et c'est comme ça qu'on a abouti avec des amis, on a monté une association qui s'appelait Connaissance de la vie fluviale. Donc ça c'est quand même intéressant aussi, parce qu'il faut toujours des contre-pouvoirs. C'est-à-dire même s'il y a de l'institutionnel, il faut toujours une banlieue, quoi. Et donc on a monté cette association qui s'appelle Connaissance de la vie fluviale, qui existe encore aujourd'hui. Et avec cette association, deux, trois copains, un dessinateur, un photographe, Alain Borde, et puis moi, on a monté un aquarium public, qui était l'aquarium de Sarlat. Alors cet aquarium, il a eu aussi un rôle extrêmement important. Pourquoi? Parce que moi, j'avais pas de secrétaire, c'était compliqué, mais grâce à l'aquarium qu'on a monté, on a pu se doter d'une structure, avec un secrétariat, donc une arme de combat, en quelque sorte. Hein. Et dans cet aquarium, on a commencé à accueillir du public. Il avait été d'ailleurs inauguré par Huguette Bouchardot. On en a fait un aquarium, un musée aquarium, contrôlé par la direction des musées de France, c'est-à-dire qu'on a fait le travail correctement. Donc ça c'était quoi, en 86? C'était 85. 85? 85. Donc deuxième période, si vous voulez. Et donc, dans cet aquarium, on a réussi à maintenir des espèces migratrices en captivité, personne ne l'avait fait. Donc on a maintenu de la lauze, du saumon, de la lamproie, je gardais les lamproies sur plus d'un an, alors que normalement dans le milieu naturel elles étaient toutes mortes. La lauze ça a été pareil, donc on a vraiment fait des efforts techniques importants, qui se sont d'ailleurs traduits par une implication très forte dans le cercle des aquariophiles, et puis des directeurs de parcs zoologiques. Moi j'ai été amené à visiter les parcs zoologiques de la Californie, avec les directeurs d'aquarium, enfin bon. Et ça m'a permis d'ailleurs de comprendre aussi que pour maintenir des poissons en captivité, bah, c'est comme pour maintenir des éléphants ou des rhinocéros. Il faut un certain nombre de conditions. Euh, on a découvert par exemple, moi j'ai appris beaucoup sur l'habitat du poisson en regardant les gens qui s'occupaient de la cohabitation entre des gazelles et des rhinocéros dans un parc par exemple. C'est stupide, hein, ça paraît con, mais ça ne l'est pas. Parce qu'ils ont joué, même sur un parc restreint, les mecs jouaient sur la différence de dureté du sol. Sachant qu'une gazelle, elle était légère, donc elle pouvait se barrer facilement. Le rhino, lui, même s'il voulait foncer sur la gazelle, bah, il mettait un terrain plus mou, et donc il s'enfonçait, donc il arrêtait de les embêter. Voilà. Donc cette notion d'habitat, qui est tout à fait transférable dans un aquarium ou dans un milieu naturel, et il faut des milieux différents pour favoriser une biodiversité. Comme quoi on s'enrichit de tout. Et c'est souvent dans la banlieue, en visitant des choses inattendues, qu'on apprend sur notre propre thème, sur notre propre sujet. Donc ça, cet aquarium m'avait servi aussi à ça. Et l'aquarium, il nous a permis de développer des structures aussi, et notamment des structures de reproduction du saumon. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai eu dans cet aquarium à Sarlat, qui était géré par des bénévoles, je le rappelle, avec du... Eh bien, on avait acheté une écloserie qui avait été conçue par Terre Vert, qui gérait l'aquarium de Nancy, une écloserie intégrée, et tous les saumons de la Dordogne, je les ai eus dans cet aquarium public à Sarlat, au fur et à mesure qu'on les capturait. Plus tard, quand on allait chercher des saumons sur la Loire, pareil, ils venaient à l'aquarium de Sarlat, on les faisait pondre, ensuite on les reconditionnait et ils pondaient plusieurs années de suite. Donc cet aquarium, qui était une structure privée, enfin associative, a eu un impact tout à fait considérable. Parce qu'on s'est fait connaître, le président du département nous connaissait, le ministre nous connaissait, et cet aquarium-là, il a servi à développer plein de choses. Il a servi à développer le conservatoire des saumons, qui est maintenant à Bergerac, géré par Migado. Mais le premier qui a été bâti, il s'est bâti sur le Causse, chez un pêcheur privé, qui nous avait donné un terrain,
Les entreprises qu'on avait virées, avec lesquelles on avait gardé de bonnes relations d'extraction de gravier et qui faisaient de travaux publics, ont financé ces bassins pour se faire pardonner, en quelque sorte. Et donc, on a eu tous les saumons on les gardait en captivité sur le Causse, dans l'eau du robinet. Bon, et ensuite, ça partait à la pisciculture de Castel, et ça réalvinait. Donc, cet aquarium, il a été aussi un autre point de départ. C'est-à-dire qu'on avait de l'argent, hein, on faisait 25 000, 30 000 entrées, donc il y avait des rentrées. On faisait de la recherche avec, on faisait du prosélytisme au sens où on expliquait aux gens ce que c'était que la pêche, ce que c'était qu'un barrage, ce que c'était qu'un poisson. Il y avait que les poissons d'eau douce, hein. On n'était pas comme l'aquarium du Bug à mettre des crocodiles et des serpents, c'était pas ça le but du jeu. Hein. Donc c'était vraiment une structure adaptée à la présentation de la Dordogne pour les gens du coin. Donc c'est tout ça qui a petit à petit fait évoluer l'ensemble. Hein, parce que plus on connaissait le contexte, plus on avait d'arguments pour EDF, plus je pouvais montrer qu'on gardait des saumons en captivité, plus EDF se sentait aussi enclin à améliorer le franchissement des barrages. Tout ça, si vous voulez, se complétait. C'est un piano avec lequel on jouait sur plein de touches, quoi. D'accord. Voilà, et donc ça a duré jusque les années 90. Moi, j'étais à l'époque au Conseil supérieur de la pêche, j'avais mon bureau dans l'aquarium à Sarlat, donc je m'étais payé, entre guillemets, des secrétaires, des techniciens pour travailler, et je continuais je me suis doté finalement de mon propre outil, parce que le CSP n'avait pas beaucoup de pognon, mais bon, ceci étant, on a créé ça. Et puis c'est là où on arrive tranquillement dans les années 90, 91, où je me rends compte à ce moment-là que on n'arrivera pas réellement à sauvegarder le saumon si on ne travaille pas sur les autres sujets. Donc là, j'avais commencé à faire quelques interventions dans des colloques en essayant de voir qui avait intérêt à restaurer le saumon et qui n'avait pas intérêt à restaurer le saumon. Donc je faisais des balances comme ça en disant est-ce que les riverains ont intérêt à avoir du saumon? Oui, non. Est-ce que l'EDF a intérêt à voir revenir le saumon? Oui, non. Et quand on additionnait finalement tous ces intérêts de tous les usagers qui étaient dans le bassin, la résultante, elle n'était pas complètement glorieuse, ni forcément au bénéfice du saumon. Alors c'est là où je me suis dit quand même, il va falloir peut-être envisager les choses de façon différente. Et c'est là où l'idée d'une gestion plus globale, à plus grande échelle, est sortie, et il fallait en imaginer l'outil. Et là, je reviens au Québec, parce que tout ça s'est fait avec... j'ai jamais travaillé seul. C'est-à-dire qu'en gros, moi je ne suis que le résultat de l'influence de tout le monde, quoi, d'une certaine manière. Hein. C'est mes lectures et tous les gens qui ont gravité autour de nous, de moi, de tout le monde. Et donc j'étais avec un collègue au Québec qui bossait sur la restauration du saumon sur la Jacques-Cartier, pour le ministère Loisirs, Chasse et Pêche à l'époque. Et donc ce mec-là, après un certain nombre de bières conviviales autour d'une piscine, on commence à discuter de tout ça, de cette nécessité d'essayer d'aller convaincre des usagers qui n'étaient pas impliqués du tout. Parce que la restauration du saumon, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est un truc entre pêcheurs. C'est Rémi Gadot, Le Grammy, c'est les pêcheurs qui discutent avec les pêcheurs, quoi. Et moi, je sais que ça ne marche pas comme ça. Parce que les pêcheurs, d'ailleurs, une bonne partie des pêcheurs se foutent aussi du saumon, d'ailleurs. Hein. Les pêcheurs de gardon, qui ont un peu d'âge, ils se foutent du saumon. Les pêcheurs de carpe, ils n'en ont rien à battre du saumon. Donc, laisser la restauration du saumon dans le cadre restreint des pêcheurs, ça ne marchait pas. Donc, j'en discute avec les collègues québécois, et puis on se dit, on a eu le même problème, me disent-ils, avec la gestion globale de la faune. Et on avait fait un sommet de la faune. Ah. Et il se trouve que j'étais au Québec, j'avais du temps, j'étais en vacances, j'avais du temps, et je dis, oui, ça serait bien que je rencontre les gens qui avaient fait ce sommet de la faune. Et c'est là où je commence à en rencontrer un qui commence à me raconter sa vision des choses, un autre, et puis on trouve le Pierre Jacqueroy, qui était l'animateur du sommet de la faune au Québec. Il revient, et puis bon, moi je dois avoir une capacité à m'enthousiasmer, mais
Je reviens avec une biblio sur le sommet de la Faune. J'ai récupéré la totalité des documents. Maintenant, je les ai chez moi dans mon garage. Ils les ont plus au Québec, hein. Je dois être à peu près le seul à avoir compilé finalement tout ça. Et je reviens ici avec l'idée, mais je dis non d'un chien, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on arrive à faire quelque chose dans ce genre-là. J'étais vraiment enthousiasmé parce que autour de la table au Québec, j'avais rencontré les autochtones, j'avais rencontré les Max Gros-Louis, l'Indien Huron, enfin tous ces mecs-là, putain, je trouvais ça passionnant, moi, c'était génial. Je reviens et puis j'étais toujours au Conseil supérieur de la pêche et je me dis vraiment, ça va pas. Puis j'avais des copains qui étaient très impliqués politiquement. Et qui me disent bah, ton idée elle est sympa, ça fait un peu rêver, mais il faudra en parler au président du département. Bon, nous voilà partis chez Bernard Biulac à l'époque, qui avait un énorme avantage, ce monsieur, c'était un chercheur. Chercheur en neurologie, sur la physiologie du cérébral, vraiment un type de haut niveau, hein. Intelligent jusqu'au bout des ongles, enfin bon, bref, beaucoup de qualité quand même, hein. On va le rencontrer avec les amis là. Il me dit bah écoute, fais-moi une proposition. Bon, bah, j'étais dans mon bureau et puis j'ai commencé à rédiger des trucs et des machins, à rédiger l'idée d'Épidore avec surtout l'idée du sommet d'Ordogne et je lui présente ça. Et à un moment donné, il me dit, bah Banco, si tu veux, on attaque. Tu vois ça avec le directeur général des services, Christian Memmette à l'époque. Et donc, bah, je peaufine ça, et bah, il fallait bien que j'y aille. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Donc j'ai pris une année de disponibilité au Conseil supérieur de la pêche, qui a été très mal vu d'ailleurs par l'ancien directeur, mais peu importe. Je prends mon année de disponibilité et on monte Épidore. Alors là, tout le monde y a mis de la bonne volonté, il faut bien le reconnaître, c'est-à-dire le directeur général des services, Christian Memmette, qui était un type intelligent, vraiment avec un caractère fort. C'était un peu, moi aussi, j'étais un peu chaud, enfin bon, peu importe, mais ça se monte. Bernard Biulac prend contact avec le président du département, Charles Sérac. Ils n'étaient pas du même bord politique, mais ils avaient une histoire commune autour du jésuitisme, etc. Et donc, ces deux mecs-là se rencontrent, ils vont voir Madrel en Gironde, et puis, et tout d'un coup, ben, ma foi, nous on rencontre le directeur général des services de la Corrèze, Bernard Val, qui était un type aussi carré que l'était Christian Memmette. Je ne connaissais rien à l'administration, rien aux collectivités territoriales, rien à rien. Moi j'arrivais avec une envie et une idée. Mais le président Biulac avait accepté ça. Il m'a dit, écoute, t'y vas. Résultat des courses, Épidore se monte, les statuts se montent à la vitesse du son, et j'ai le mandat et les moyens de travailler pendant 1 an à la préparation du sommet. Et ça a été... Et alors, Épidore, à l'époque, était une association ou Non, c'était déjà considéré institution, comme une institution interdépartementale. D'accord. J'avais déjà mes 6 départements. C'était pas encore un EPTB. C'était pas encore un EPTB, le concept n'existait pas. Oui, on l'a voilà, inventé après. Oui, c'était la loi 92. C'était après, longtemps après, hein, qu'on l'a inventé. Et donc, ben, l'institution existe, et moi j'ai le mandat d'organiser le sommet. Avec un portage politique fort, de droite comme de gauche, aucun emmerde, rien, tout va bien, et je monte ce truc-là. Ça n'a pas été simple, parce que là, ça a été vraiment une aventure particulière, parce que il fallait aborder tous les sujets. C'est là où on a commencé à faire l'inventaire de tous les problèmes qui étaient connus sur le bassin de la Dordogne, en matière de qualité, en matière de sociologie, en matière... Là, on abordait... Et alors, qui a été invité à ce grand sommet Alors, invité à ce grand... Alors, c'est là où conceptuellement, moi, j'ai réinterprété ce qu'ils avaient fait autour du sommet de la Faune, où là, il n'y avait que les chasseurs, et le ministère, etc. C'était un peu plus limité, et moi, j'en ai fait de ce truc-là une autre machine, si vous voulez, en disant, ben voilà, on a commencé par faire l'inventaire de tous les usages qu'il y avait dans le bassin de la Dordogne, et puis derrière les usages, ben, il fallait que j'ai des usagers. Donc, là encore, il y a une première partie
qui a été une partie scientifique et technique, c'est-à-dire en gros il a fallu qu'on fasse une biblio énorme pour retrouver tout ce qui s'était dit sur le bassin de la Dordogne, toutes les études qui avaient été faites sur tous les thèmes qui concernaient tous les usagers. Et c'est là où ça avait donné un premier type de document, je ne sais pas s'il est encore là ou s'il est ailleurs, mais tous ces types de documents, voilà, ils sont ici. Ça a été le premier document qui a été élaboré, et on devrait toujours commencer par ça, et ça, c'est dommage que Macron s'en inspire pas un peu, c'est la première partie, ça a été ça, c'est-à-dire analyse et problèmes identifiés. Donc ça, on a commencé sur tous les aspects, sur la sociologie, à analyser les problèmes, et en faisant un gros travail d'identification de problèmes simples. Parce que souvent, ce qui bloque les gens et les citoyens, c'est quand on leur met à la face un problème complexe qui regroupe finalement plein de problèmes. Donc là, on avait vraiment fait cet effort de disséquer les problèmes, et cet effort-là, on l'a fait d'abord tout seul, enfin tout seul. J'avais quand même obtenu que la DDA me mette à disposition un ingénieur. Et on avait embauché, par la même occasion, un collègue qui était Sylvain Massé, qui était un élève de Bravard. Donc, après avoir disséqué tous ces problèmes, eh bien, ma foi, on a sollicité tous les usagers, on leur a envoyé le document en leur demandant non seulement de nous dire s'ils étaient d'accord sur le problème, mais qu'est-ce qu'ils avaient comme solution à proposer. Et on leur a dit, bah, écoutez, il y a un mode d'emploi. En janvier 92, on va se retrouver autour d'une table, et voilà, ça donne ça. Et on va négocier. On va négocier avec des règles du jeu, c'est-à-dire qu'on ne négociera qu'autour du cahier des consensus qui regroupait des propositions. Donc que sur des écrits, c'était pas du café des commerces, donc c'était un mode d'emploi, c'est-à-dire pas plus de 3 minutes d'intervention, après on coupait le micro, enfin un animateur qui avait la parole, et un seul représentant qui prenait la parole sur les 3 personnes qui étaient autour de la table par usager. Donc ça a duré 2 jours, et puis au bout de 2 jours, eh bien, on s'est retrouvé avec des consensus qui ont été négociés. Il y avait, autant que je me souvienne, 370 consensus. Des consensus sur les constats ou sur les grandes orientations Non, à avoir? Les consensus sur les constats avaient déjà été faits dans la rédaction du premier cahier. Mais dans la deuxième phase du travail, on leur avait demandé les solutions qu'ils suggéraient de mettre en œuvre pour régler tous les problèmes. Et ce qui fait que le cahier des consensus avait été fait en disant que pour chaque problème, voilà la liste des solutions qui sont proposées par les différents usagers. Des fois, pour un même problème, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait 5 ou 6 solutions. Donc il y avait des solutions qui étaient convergentes, d'autres qui étaient divergentes, mais c'était ça, le cahier des consensus regroupait tout ça. D'accord. Donc pendant 2 jours, ils ont négocié, on a abouti à cette charte qui finalement, aujourd'hui encore, est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'on a refait après des états généraux tous les 10 ans, c'est-à-dire tous les 10 ans, on remettait la charte sur la table, on réinvitait les usagers, pas exactement sous le même format, mais on s'est rendu compte que globalement, les problèmes aujourd'hui ont évolué, des solutions parfois ont été trouvées, parfois pas, parfois ont été mises en œuvre, parfois pas, mais si vous voulez, la trame des problématiques qu'on avait sur la Dordogne est toujours la même aujourd'hui. À tel point que dans le projet Dordogne 2050, qui est lancé par Epidor aujourd'hui, la liste des problématiques, finalement, est la même. C'est-à-dire qu'en gros, ce document-là, qui avait été, faut dire, bien travaillé au départ, reste d'actualité, reste une trame possible pour lancer le débat sociétal auquel on est confronté dans le bassin de la Dordogne. D'accord. Et alors, suite à ce sommet, donc vous êtes arrivé à la tête d'Epidor. Comment vous avez fait pour gérer justement vos... J'étais à la tête d'Epidor avant le sommet. Avant le sommet, pardon. J'étais nommé directeur dès le départ. Oui. Et alors du coup, pour assurer vos fonctions, comment vous avez conjugué entre votre connaissance scientifique, votre manière de faire, et ce travail administratif, même social, peut-être politique? Comment s'est mêlé tout ça? Là, il est clair qu'à partir du moment où je me suis trouvé à la tête d'Epidor, mon métier a changé. Ça a été une rupture totale. Je n'ai plus fait de biologie fondamentale, j'ai plus fait d'études, j'ai eu du personnel qui
qui les faisaient, mais le métier a complètement changé. On était dans l'action, on était dans l'élaboration de conseils, de stratégies pour tous nos membres, donc qui étaient répartis sur les 6 départements, et donc on était là pour donner des avis orientés. Lorsqu'on avait des études à faire, on les confiait à des bureaux d'études, même si de temps en temps on en faisait quand même en régie. Donc moi j'ai toujours eu un œil que je qualifierais d'attentif sur les cahiers des charges, sur l'identification des études à faire préalablement aux décisions à prendre. Donc j'ai gardé non seulement le background de ce que je connaissais moi, mais aussi le même fond méthodologique. C'est-à-dire qu'en gros, on a toujours en amont identifié le problème, bâti une méthode pour essayer de l'approcher et rechercher les solutions. Donc ça a été une rupture conséquente en ce qui me concerne. D'accord. Et ça a donné lieu à des frustrations ou comment vous êtes adapté finalement parce que vous découvriez une sorte de nouveau métier C'était un nouveau métier, mais qui était tellement imprégné de tout ce que j'avais fait sur la Dordogne et de la manière dont je l'appréhendais que j'ai pas eu l'impression de changer de métier. C'est-à-dire que j'avais simplement l'impression, lorsque j'allais quelque part, c'était obligatoirement quelque part que je connaissais déjà. Donc j'étais, comment je dirais, j'y allais plus pour étudier, j'y allais pour voir, j'y allais pour aider, j'y allais pour accompagner, pour piloter aussi. Pour piloter, enfin, j'ai pas eu de soucis existentiels. Et puis j'abordais parce que mon métier, si j'avais à le résumer, c'est en gros la Dordogne, quoi. Je reconnais qu'il y a une espèce de réappropriation qui est peut-être de mauvaise aloi, j'en sais rien. Mais moi, tout ce qu'on peut faire pour la Dordogne, ben voilà, pour moi, c'est ça mon métier. C'est faire quelque chose pour que la Dordogne reste le milieu attractif, que ça soit au début ou pendant que j'étais à Épidore ou même aujourd'hui que je suis encore en retraite. C'est la même, la philosophie est la même, quoi. Elle est toujours orientée par le même souci de mettre un peu une connaissance et une rigueur et une approche scientifique au service finalement de décisions qui vont être prises sur le milieu, quoi. Et alors, question avec peut-être un regard extérieur, qu'est-ce qui fait le... Bon, vous avez incarné pendant très longtemps Épidore, mais qu'est-ce qui fait un peu l'essence d'Épidore? Est-ce qu'il y a une originalité dans sa structure, dans sa manière de vouloir piloter les actions par rapport à d'autres territoires en France ou à l'étranger? Vous parliez du Canada auparavant. Qu'est-ce qui fait que Épidore est voilà, quelque chose... quelle est son identité finalement? Ben moi, je pense que l'identité d'Épidore, ça vient des fondements que je vous ai décrits tout à l'heure. C'est-à-dire que, bon, je connais les autres EPTB puisque j'ai été délégué de l'Association française des EPTB pendant des années. J'ai fait à peu près le tour de tous les territoires. Les EPTB se sont montés pour des raisons complètement différentes. Il y en a qui sont montés pour les inondations, pour lutter contre les inondations, d'autres pour d'autres raisons. Mais ils sont montés à une époque où on avait perdu en quelque sorte la liberté que j'ai évoquée tout à l'heure. Moi, lorsque je suis venu sur le bassin de la Dordogne, je suis rentré dans un phénomène passionnel, si je puis dire, que les autres avaient déjà développé. Les associations dont je vous parlais, l'implication sur les migrateurs, tout ça, c'était, je veux dire, ça bouillonnait. Moi, je suis arrivé à ce moment-là, donc j'ai gardé cet esprit-là. Donc, il n'y avait pas, pas cet impératif technocratique ou ces modalités fonctionnelles, institutionnelles que beaucoup d'autres EPTB ont eu à subir. Alors, du coup, oui, il y a des différences, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que les autres collègues font évidemment leur boulot et le font très bien, mais avec peut-être plus comment je pourrais exprimer ça, de réserve institutionnelle que moi j'en ai mis. D'accord. Moi je veux dire, j'ai jamais mis aucune réserve institutionnelle. L'établissement, c'était un outil pour moi oui, j'ai toujours considéré qu'Épidore était un outil pour moi pour avancer au bénéfice de ce qui s'est transformé en une passion. Beaucoup de collègues, eux, sont là pour faire fonctionner un outil
préexistants. Je vois les collègues sur la Garonne, ils étaient ailleurs, ils sont venus là prendre la direction, etc. Moi, je veux dire, c'est moi qui l'ai monté, quoi. Mhm. Donc, y a obligatoirement une légère différence. Et d'un point de vue identitaire, mais peut-être avec votre regard de géographe, ou on peut y élargir à la sociologie, l'anthropologie, qu'est-ce qui fait finalement l'essence de ce territoire qui comprend voilà, administrativement beaucoup de régions et de départements? Qu'est-ce qui fait cette cohérence justement? Parce qu'on parle souvent de la Dordogne comme le sourire de la France. C'est ça. Alors, mais voilà, d'un point de vue institutionnel, il y a toute cette histoire, ce contexte que vous avez décrit, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça de culturel Ben, qui donnerait aussi cette identité, qui participerait? ouais, je crois que l'attachement des gens à ce territoire qui préexistait avant que j'arrive, hein, c'est même pour ça que je suis venu, quoi, en quelque sorte, fait que ça existe. Et puis historiquement, j'allais dire, les vignerons de Libourne sont des Auvergnats, pour la plupart d'entre eux. Enfin, il y a une espèce de logique, un attachement à la rivière qui est assez fort, qu'on doit aussi retrouver sur d'autres cours d'eau, mais je le connais moins. C'est à la fois pas très grand, parce que finalement ça fait 475 km, c'est assez homogène, c'est assez logique, c'est-à-dire qu'en gros, quand on descend du puits de Sancy, qu'on arrive dans le Lot, en Corrèze, enfin en Corrèze dans le Lot, et puis il y a une espèce de logique, c'est un cours d'eau évident. Je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, Non, non, mais mais pour moi ça me parle aussi, oui. pour moi c'est évident. D'accord. Et donc de fait, c'est pas pour rien d'ailleurs que moi j'avais pris le coulobre comme étant l'emblème d'Épidore. Parce que ce mythe, on le retrouve à Spontour comme on le retrouve à Libourne. Pour moi, il y a une sorte d'évidence, oui. D'accord. Je ne sais pas si on la retrouve ailleurs. On n'a jamais parlé d'évidence au sein de la FEPTB, mais peut-être qu'on a tort d'ailleurs. C'est peut-être ce qu'on aurait dû faire. D'accord. Parce qu'on parle d'une évidence comme la gestion par bassin qui n'en est pas une, parce que globalement, on constate que c'est compliqué à imposer aux gens. Les gens ne se sentent pas appartenir à un bassin, mais par contre, ils se sentent appartenir à une rivière. Enfin, Mhm. et donc, pour moi, c'est une évidence. Ouais. Ok. Autre question peut-être un peu abstraite, vous me direz. Pour revenir un peu à votre carrière et votre manière de faire, donc vous aviez dit que pour votre thèse et pour les études suivantes, vous êtes formé à la plongée. Alors qu'est-ce qui Oui. fait que justement, qu'est-ce que ça vous a apporté comme regard différent en termes de scientifique, voilà, le regard un peu extérieur, limite le paysage, cette capacité-là à aller dans la rivière, dans les cours d'eau, ce Ouais. savoir administratif, juridique, comment tout cela justement, est-ce que ça vous donne une vision globale entre guillemets, ou Ah qu'est-ce que ben, ça vous apporte par rapport à peut-être vos collègues ex-collègues qui n'avaient pas justement cette différente ça, perspective. je sais pas, mais c'est de la faute à tous les gens qui m'ont, entre guillemets, ou influencé ou formé. Quand on travaillait sur les habitats avec Verneau, vous travaillez sur la granulométrie, vous travaillez sur la hauteur d'eau, sur la vitesse du courant, vous travaillez sur des choses. Bon, la granulométrie, quand vous êtes devant la Dordogne, si vous ne mettez pas la tête sous l'eau, vous la connaîtrez pas. Donc, si vous voulez, je crois que l'espèce de background qu'il y avait au départ, et puis cette envie de pas raconter n'importe quoi, d'être ancré dans une sorte de vérité biologique, ça, chez moi, c'est un peu viscéral. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de parler, de connaître, d'imaginer toute la chaîne, euh, j'ai du mal à voir comment on peut aborder un cours d'eau. Parce que quand vous êtes au bord d'un cours d'eau, bon, vous voyez vous voyez une surface d'eau, vous ne savez pas ce qu'il y a dessous. Comment voulez-vous comprendre comment le poisson fonctionne? Alors bien sûr, on me dit ouais, mais on a fait des pêches électriques. Donc oui, tu les as fait à un endroit. Tu les aurais fait à côté, tu n'aurais pas la même perception. Tu as fait ton prélèvement d'eau à un endroit, tu l'aurais fait à côté, tu n'aurais pas la même analyse. Donc pour moi, c'était une sorte d'évidence. Je ne sais pas comment. Alors, là-dessus, il y a peut-être
j'ai peut-être une difficulté personnelle, je ne sais pas comment font les gens pour étudier les cours d'eau sans mettre la tête dessous. Alors après, ils n'ont donc que des approches indirectes. Mmh. Mais moi, je peux vous dire que lorsque vous voyez que vous êtes sous l'eau, que vous voyez un brochet fonctionner, que vous voyez un cendre fonctionner ou un saumon fonctionner, vous voyez comment il utilise le milieu, comment il se repère, comment il nage, ça vous change. Ça vous change et vous n'avez plus la même sensation. Parce que finalement, tout ça, c'est des agencements. Hein. Le poisson, il s'agence aussi à l'intérieur. Je vais vous donner un exemple concret, moi, qui des fois me met en colère. Quand beaucoup de gens veulent nettoyer un cours d'eau, c'est qu'ils n'ont jamais plongé. Parce que quand vous retirez une souche ou un tronc d'arbre, vous retirez 80% de la capacité biogénique du secteur. Mmh. Mais pourtant, le mec, il a envie de nettoyer, parce que c'est pas beau, il y a les branches qui sortent, etc. Oui, mais c'est là où ça vit. Mais pour en être convaincu, j'ai l'impression qu'il faut le voir. Alors, j'explicite peut-être ma question pour aller plus loin. Vous savez, en sciences humaines, on parle souvent de perception, représentation sociale des cours d'eau, des gens qui verraient les cours d'eau différemment. Et de manière plus générale, plus épistémologique, on parle voilà, de savoir un peu abstrait et de savoir situé. Voilà, de la théorie et la pratique, Ouais. l'expérience vécue, des choses comme ça. Est-ce que c'est un véritable apport d'être dans ces différentes catégories-là et de... Ben, moi, les avoir traversés, bien sûr, quand je vous parlais des parcs zoologiques avec les rhinocéros et les gazelles, ça m'a aidé à comprendre aussi le poisson et le maintien d'un poisson en aquarium, en captivité. Enfin, je ne vois pas comment, plus on a j'allais dire, de compréhension, d'approches différentes sur un même sujet, plus ce que l'on va dire peut être équilibré. Mhm. Si on est verrouillé sur une seule partie du sujet, on peut avoir à être amené à former des conclusions déséquilibrées. Ouais, c'est l'histoire de celui qui touche l'éléphant dans la nuit. C'est un peu... Donc moi, mais c'est le choix que j'ai fait, je critique pas ceux qui font un choix différent, c'est pas... Mhm. Moi, c'est mes oignons, quoi. Mais puis j'ai été poussé aussi parce que j'ai des collègues, moi, un mec comme Charlie Roqueplot qui travaillait au Sémagrève, qui était un plongeur, c'est lui qui m'a appris à plonger. C'est lui qui m'a dit arrête de mettre la tête sous l'eau comme ça avec un tuba, avec un bout de tuyau plastique au bout, tu vas te noyer. Donc je veux dire, disons que j'ai toujours été bien accompagné. D'accord. Et ça, les pêcheurs professionnels m'ont appris. Parce que c'est pas parce que je voyais le poisson sous l'eau que je savais le capturer. Mais quand vous allez à la pêche avec ce mec-là qui dit tu vois, on va le mettre là parce que le poisson il va venir là, voilà, après on comprend quelle est la notion de migration, quelle est la migration périphérique, la migration de plus grande ampleur. Quand vous plongez au pied d'un seuil et puis que vous regardez comment ça se passe au pied du seuil, je veux dire, vous comprenez quel est le lien entre la présence d'un barrage, des poissons qui vont chercher, etc. Parce que vous les voyez. Vous ne les voyez pas tout le temps. Mais il y a une espèce de compréhension. On se met plus facilement à la place d'un poisson. Je ne sais plus qui avait dit, mais c'est un type qui était génial. Je l'ai souvent dit à mes étudiants. Ça, vous voyez, on va s'asseoir sur le bord du cours d'eau, on va regarder l'eau couler, puis on va essayer de le comprendre. S'asseoir, regarder, prendre son temps, nager dedans, c'est pareil. La dynamique fluviale, quand on nage, on sent les courants, on sent les remous, on sent qu'il se passe quelque chose en surface, différemment au fond. Il y a un effet de cisaillement, vous ne pouvez pas le voir quand vous êtes à la surface. Mhm. Quand vous êtes debout et puis que vous avez les palmes et puis qui partent dans un sens et vous dans l'autre, vous sentez qu'il y a un effet de cisaillement. Vous avez compris ce que c'était que le cisaillement. Voilà, donc, mais d'autres se dispensent de ce savoir-là, comme ils se dispensent d'aller voir les gens, comme on peut se dispenser de plein de choses. On peut taper sur Wikipédia et puis et prendre des décisions uniquement. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Quand on leur demande de lire, non, ils vont sur Wikipédia pour leur examen. Et puis, moi, je l'ai vu souvent avec les étudiants. Hein. Attendez, Ça présente des fortes limites, je vous rejoins. ça présente des limites particulièrement fortes et j'aime pas me sentir limité, moi, par ça. Mhm. Non, je préfère ne rien dire ou ne rien faire que ça, quoi. Je veux bien qu'on passe quelques minutes sur... alors on va balayer entre guillemets votre carrière, hein, en 25 ans, on peut pas en Ouais, résumer en quelques minutes, c'est compliqué.
Mais est-ce que vous pourriez nous parler justement selon vous, hein, vos réussites dans la gestion du bassin versant et peut-être voilà, d'éventuels échecs si vous en identifiez avec le Ah recul? oui. Ben, en termes de réussite, c'est qu'on a quand même réussi à donner à cette rivière une identité qui s'est renforcée depuis qu'Épidore existe, depuis qu'on travaille sur le saumon. À force d'agiter, de faire des apéros-débats partout, de, de faire des infos-rivières, j'allais dire, de faire de l'agitation au sens noble du terme, on a réussi à maintenir la préoccupation d'Ordogne à la surface et maintenir cette espèce de logique source-embouchure à la surface. Et ça, c'était pas gagné, Ça, vous c'était pas pensez? gagné. Avoir plusieurs conseils d'administration par an où le mec du Puy de Sancy, du Puy de Dôme, le président du Puy de Dôme vient discuter avec le président de la Gironde, c'était pas gagné du tout. Et tous les élus qui sont dans le conseil d'administration d'Épidore, qui discutent ensemble, se connaissent. Eh bien, moi, je suis content quand les mecs qui sont sur les pistes de ski au Mont d'Or discutent avec les mecs de l'estuaire de la Gironde. Hmm, Ça veut dire que déjà là, ça prend du sens. d'accord, Et ce sens, il a perduré. d'accord. Donc, Donc là, il y a une première victoire. ça, pour moi, c'est une première victoire. Bon, des victoires, il y en a eu d'autres. Il y en a eu, par exemple, lorsqu'on a discuté avec EDF pendant des années, à force de s'engueuler avec eux gentiment, parce que je les aime tous, hein, les mecs. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Mais on ne défend pas les mêmes intérêts. Donc, Donc c'est sur comme quoi? ça. Sur les éclusés, sur les débits Sur les éclusés, sur la gestion des débits, il y a eu des progrès. Sur les passes à poissons, même si c'est pas parfait, il y a quand même eu des progrès. Sur la gestion du domaine public, il y a eu aussi des progrès. On est beaucoup plus présent auprès des riverains. Les riverains sont un peu plus mobilisés. Enfin, sur la gestion même par les fédérations de pêche, tout le monde maintenant est convaincu que rouvrir un bras mort, c'est utile. Enfin, il y a une prise de conscience générale de l'intérêt qu'on a fait, même s'il y était avant, on peut imaginer qu'il y était avant, qu'on a fait perdurer, qu'on a fait amplifier, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Dordogne, elle existe. Et ça, c'est peut-être le plus gros gain. Plus rien ne se fait dans la Dordogne sans qu'à un moment donné on soit informé, Épidore ou moi ou les autres, enfin peu importe. Hmm, Il y a une espèce, et puis il y a une sorte de balise. Épidore maintenant a été identifié comme une balise, comme un phare en quelque sorte, où tout s'agglomère. Moi, il se prend un saumon dans l'estuaire, il se passe pas un moment sans qu'un pêcheur m'appelle en disant dis donc, tu dois être content, on a pris un saumon. Enfin, pareil sur Argenta, où il y a une espèce oui, de tour de contrôle en quelque sorte qui s'est fait. d'accord. Et ce Euh, pouvoir-là n'a pas forcément gêné d'autres acteurs, comme les syndicats de rivière alors, ou ça autres? a bien sûr pu gêner d'autres acteurs comme les syndicats de rivière, peut-être, mais en finale de compte, tout a fonctionné quand même, parce que rien ne s'est fait sans conflit, hein. Conflit avec les agriculteurs était copieux aussi quand on parlait de gestion des étiages. Mais finalement, c'était chacun dans son rôle, quoi. Et c'est normal qu'il y ait des conflits. Hmm, Parce qu'on parlait tout à l'heure de ce qu'il fallait faire pour gérer correctement, mais il faut à la fois être bon scientifiquement, bon techniquement, bon pédagogiquement, bon administrativement, bon juridiquement, bon financièrement. Enfin, je veux dire, une décision, elle ne se prend que si tout ça, c'est fait. Si tout ça, c'est considéré au bon niveau. Est-ce que le mec qui doit décider a décidé? Est-ce qu'il en avait le pouvoir? Est-ce qu'il a assez de fric pour le faire? Est-ce que scientifiquement c'est fiable son truc? Est-ce que techniquement on va réussir à traduire le scientifique de façon opérationnelle? Est-ce qu'on va être capable d'expliquer aux gens? Enfin, tout ça, c'est ça gérer. Le rôle d'Épidore, c'était tout ça. Donc, modestement, on a toujours essayé de caler tout ça, d'emmener tout ça en même temps. Alors il y a des fois où ça merde, parce qu'il y a des fois où le juridique on l'a mal perçu, on n'a pas assez de fric, que scientifiquement on n'était pas sûr, techniquement on n'a pas su, on s'est gouré de bureau d'études, enfin bon peu importe. Mais c'est peut-être ce qu'on a montré aux gens, c'est qu'il fallait emmener tout ça. d'accord. Ça c'est peut-être pour la réussite. Alors pour les échecs, bah, c'est lié aux mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne les a pas emmenés correctement. C'est-à-dire que. Et puis il y a la société qui évolue. C'est-à-dire que fut un temps, par exemple, prenons EDF. EDF disposait de fonds plus abondants, donc ils n'hésitaient pas à investir dans une direction ou dans une autre. Bon, aujourd'hui, ils font d'autres choix stratégiques. Bah, aujourd'hui, il faut se battre beaucoup plus pour qu'ils fassent la passe à poisson de Mozac. Vous voyez, enfin, les agriculteurs, c'est pareil. On
on a pas mal lutté contre les retenues d'eau parce que ça ne nous paraissait pas essentiel. Aujourd'hui, le vent est en train de tourner, l'agence de l'eau ne parle que de retenue d'eau, les agriculteurs aussi, etc. On est en train de perdre un peu le combat. Sur les poissons migrateurs, on ne peut pas dire qu'on est... alors là, c'est pareil. Voilà un bon exemple d'échec relatif lié au manque de science. Les populations d'aloses se sont effondrées il y a quelques années. On n'est pas encore aujourd'hui foutu de savoir pourquoi. Alors, moi, j'ai pioché plusieurs hypothèses, mais j'ai jamais été fichu de trouver des supports scientifiques pour m'y aider. Par exemple, les éphémères ont disparu, c'est quand même c'est important. On cherche encore pourquoi ils ont disparu en partie. Alors, il y a des hypothèses. Est-ce que les traitements à l'ivermectine qui sont mis sur les bovins dans la partie amont, ou même dans la partie aval, au printemps, ils les gavent d'antiparasitaires. Un antiparasitaire, ça détruit les parasites, ça détruit les larves d'insectes, ça détruit tout ça. Quand ça arrive dans les cours d'eau, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? J'en sais rien. Mais les gousses de vache, maintenant, elles ne se réduisent plus. C'est-à-dire qu'en gros, elles sèchent sur pied sans se transformer. Parce qu'il y a tellement d'antiparasitaires dedans que ça fait crever tous les gouseux et autres animaux qui sont dedans. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'il y aurait des besoins en analyse fondamentale à développer encore. Est-ce que tous les copépodes survivent aujourd'hui? Est-ce que les ostracodes constituent encore une base alimentaire pour les jeunes saumons, les jeunes aloses et tout ça? Enfin, il y a un besoin en permanence de suivre ces populations-là. Et nous, qu'est-ce qu'on suit? On fait une pêche électrique de temps en temps. Et qu'est-ce que ça nous dit, ces pêches électriques? Ça nous dit le résultat de ce que les fédérations de pêche ont déversé, moins ce que les pêcheurs ont pris, plus éventuellement ce qui s'est peut-être produit naturellement s'il reste encore quelque chose. Ça ne nous dit rien. Parce qu'on ne connaît pas les intrants, on ne connaît pas les sorties, on ne connaît rien. Donc en fait, puis ça ne nous apporte rien. On ne sait pas s'il manque une classe de taille parce qu'elle n'a pas été déversée ou s'il manque une classe de taille parce que le milieu ne permet pas de la nourrir. Alors, si j'essaie de traduire ce que vous dites, finalement, il y a un besoin de science, mais alors dans quel serait le bon cadre justement pour faire travailler, et puis quelle science aussi, sciences techniques, d'ingénierie, académie? C'est-à-dire que le gestionnaire, lui, pose des questions, et un jour, ça m'a mis en colère. Je posais des questions sur la lose, justement, à des collègues du CEMAGREF, qui est devenu IRSTEA. Il me dit, ouais, mais il y a un colloque sur la lose qui se passe, je ne sais pas où, en Espagne ou ailleurs, tu as qu'à y aller, tu auras des réponses. Et je lui dis, attends, moi en tant que gestionnaire, je ne vais pas aller passer 8 jours ou 4 jours dans un colloque où je vais entendre tout et le reste sur des tas de choses qui ne m'intéressent pas. Moi, je te pose une question sur mon problème. La lose dans la Dordogne est-elle victime de je ne sais quel phénomène? Je dis, c'est plutôt à un scientifique de faire le tri dans tout ce qui se dit sur la lose et de dire, tiens, tu as 2-3 hypothèses là qui pourraient être calibrées. Et il faudrait que tu vérifies sur la Dordogne si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, les scientifiques ont tendance à nous jeter aussi en disant, mais on ne peut pas aller sur tous les colloques possibles et imaginables à longueur de temps. Sur les inondations, les sécheresses, le climat, enfin, c'est pas possible ça. Donc, ça, c'est un échec qu'on n'a pas réussi à, malgré, ça c'est des demandes qu'on a formulées pourtant, à récupérer tous les savoirs scientifiques qui existent au bénéfice des problèmes, du règlement des problèmes que l'on a. Je suis certain qu'on réglerait 60% des problèmes que l'on a sur le bassin de la Dordogne si on avait accès aux savoirs scientifiques qui correspondent à nos problèmes. Mais c'est trop compliqué. Mais pourtant, il y a déjà beaucoup de travaux scientifiques sur la Dordogne, plutôt technique, plutôt ingénierie, mais il y en a déjà beaucoup. Il y a beaucoup plus d'ingénierie que de travaux scientifiques sur des questions un peu plus fondamentales qui n'intéressent personne. Alors, par exemple, quels seraient les besoins précis, par exemple, pour... J'en ai un, l'origine de la disparition des éphémères. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, par rapport à hier, est-ce que toute la chaîne alimentaire est toujours aussi vivace? C'est-à-dire, est-ce qu'on a tous les stades de développement de toutes les espèces qui étaient présentes ou qui le sont encore aujourd'hui? Est-ce que tout le monde va bien? Ou est-ce qu'il y a des failles dans le décor? J'ai un collègue qui bossait à l'IRSTEA, par exemple, qui travaillait sur les diatomées. Il a bâti un indice diatomique, quelque chose de super. Mais il a fait plein d'analyses sur la Dordogne, il avait plein de prélèvements. Il s'est rendu compte qu'on pouvait distinguer certaines origines de certaines pollutions
à la déformation de la coque de la diatomée. Bon, mais ça serait intéressant. Sauf que le mec qui a des échantillons qui ne lui avaient pas servi à ça au départ, mais il les a toujours, ils sont plantés dans une armoire au sémagreffe, et il n'y a plus de spécialistes maintenant pour déterminer justement ce lien entre dépollution et la déformation des capsules des diatomées. Bon, et on en aurait besoin parce qu'on ne sait pas. Et lui, visiblement, il a commencé à identifier des déformations qu'il met en corrélation avec certaines formes de pollution, notamment des herbicides, ou etc. Bon. Ça veut dire que quelque part, là, il y a de la demande. Moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, l'IRSTEA nous diagnostique ça. Nous dise, ben voilà, sur la Dordogne, on a trouvé des déformations qui sont liées à ça. Parce qu'on a quand même eu, il y a eu des mines d'or, il y a eu de l'uranium, il y a eu des herbicides et des pesticides sur le tabac, sur le maïs, etc. Enfin, de l'origine de dysfonctionnement, il y en a énormément. Mais on est complètement décontenancé par rapport à ça. Et on ne sait pas. Une des questions que je me pose, c'est est-ce qu'il manque de la science ou est-ce qu'il manque une pluralité de la science? Et j'aimerais que vous reveniez un peu sur l'exemple que vous donniez dans les années 80, votre travail avec les pêcheurs professionnels. Est-ce qu'on pourrait valoriser, si oui, comment, est-ce que ça serait vraiment utile, les savoirs locaux notamment? Les gens qui connaissent véritablement leur tronçon de rivière, par leur usage, oui. Ils savent exactement quand il y a une crue, ce que ça produit, etc. Je crains que ça soit de plus en plus difficile. Parce que les pêcheurs professionnels, quand moi j'ai travaillé avec eux, étaient des personnes qui avaient entre 50 et 70 ans. Aujourd'hui, ces gens-là ne pêchent plus ou ont disparu. Donc oui, le savoir local était évidemment utilisable. Il y a de moins en moins de pêcheurs. De fait, il y a de moins en moins de savoir. Et c'est vrai que le savoir des jeunes aujourd'hui est différent de celui des autres. Parce que c'est pas forcément leur père qui pêchait, il n'y a pas cette espèce de filiation. On a perdu toute une série de critères qui garantissaient que le savoir se propageait. Et donc aujourd'hui, l'intérêt pour la rivière était complètement différent. Moi, tous les pêcheurs que j'ai connus tenaient des carnets de pêche. Aujourd'hui, ils ne tiennent plus de carnets de pêche. Puis d'abord, il n'y a presque plus de pêcheurs. Oui, il y en a très peu maintenant. Ouais. Il y en a très très peu. Donc du coup, c'est plus du savoir qui serait, à mon avis, mobilisable de la même manière. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui vous pourraient apporter quelque chose? Ben, malheureusement, non. D'accord. Les riverains, non, c'est compliqué. Non, non. C'est souvent des néo-ruraux, leur lien à la rivière n'est pas... non, il n'est pas... leur lien à la rivière, il n'est pas bon. Et identifiez-vous justement un moyen de pallier cette perte entre guillemets de connaissances locales ou est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué, sauf à remettre en œuvre des EPTB qui ne soient pas uniquement technocratiques, des EPTB qui ne soient pas là uniquement pour... des EPTB qui aillent sur le terrain, des EPTB qui se passionnent pour le terrain, et oui, on pourrait se réapproprier des savoirs, parce que moi, ce que je faisais avec Verneau, je passais des jours et des jours sur le terrain, on peut encore le faire, hein, je veux dire, on a le matériel, on a même plus de matériel qu'on ne l'avait avant, on a plus de capacité d'analyse et de cartographie. Moi, je faisais les calques à la main et au rotring. Hein. Aujourd'hui, avec ces outils-là, ça va 100 fois plus vite. On a maintenant des échosondeurs multidirectionnels qui peuvent éviter des échosondages qu'on faisait nous. Enfin, on n'est plus dans le même monde. Hein. Donc, on n'est plus dans le même monde. Donc, il y a des outils maintenant qui devraient nous permettre d'aller beaucoup plus vite, tout en étant aussi fin dans l'analyse. Mais ça dépend ce qu'on cherche. Mais si on ne cherche plus rien sur les invertébrés, ben, je veux dire, on n'aura plus rien sur les invertébrés. Mais on a encore des loupes binoculaires, on a encore des bouquins de détermination. Si on voulait s'y intéresser, il est évident qu'on peut s'y intéresser. Sauf qu'aujourd'hui, au Muséum d'histoire naturelle, il n'y a plus personne. Il y a très peu de formations maintenant fondamentales sur ce genre de choses. Et puis les gens ne veulent pas payer ça. C'est-à-dire qu'en gros, le mec qui dit « moi je suis spécialisé dans la détermination d'invertébrés », c'est compliqué, oui. C'est compliqué. Alors maintenant, quand on veut un indice biotique, on veut le résultat de l'indice biotique. On se fout de la liste d'espèces presque maintenant, alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire.
J'ai une dernière question, vous parliez du monde justement qui a changé. Alors, quel sera selon Oui, ça fait vieux vous, con un peu, ou je suis d'accord, mais bon, je peux pas du rien. tout, pas du tout. Mais comment imaginez-vous justement le devenir de la Dordogne? Pour voilà, une dernière question un peu phare, il y a Bah, certainement plein de choses à dire. Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, éviter de faire? Enfin, voilà, si vous deviez prescrire des choses, il y a vous êtes Achieri qui un est peu le un, médecin de la ouais, Dordogne, qu'est-ce que vous ouais, diriez? Achieri qui est toujours d'ailleurs le maire de Mouans-Sartoux, au-dessus de Cannes, et qui a écrit un bouquin qui s'appelait La France toxique, qui est un excellent bouquin, un mec absolument génial. Et j'avais été lui poser exactement la même question. Je suis allé le voir parce que j'aimais bien la manière dont il abordait les sujets. Et je lui ai dit, vous êtes pessimiste? Il dit, je suis ni pessimiste ni optimiste, je suis grand-père. Moi aussi. Mais bon, ceci étant, pour répondre à votre question, Donc gestionnaire, dans ce donc sens-là, il non, entendait? donc attaché à continuer à se battre pour que la Dordogne D'accord, reste ce qu'elle est. ok. Bon, moi je fais confiance quand même à tous les collègues que j'ai à Épidore, qui sont quand même des gens intéressants, qui sont des gens qui sont passionnés par leur boulot, qui se sont réappropriés plein de choses, même si je râle un peu quand je vois qu'ils ne lisent pas et qu'ils ne... je sais pas, bon, je râle un peu. Mais c'est pas grave non plus, ils savent que je râle tout le temps, donc c'est pas un problème. Non, moi je serais plutôt optimiste, parce que, enfin, ou alors mettons que je suis plutôt un pessimiste actif. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vrai que les choses peuvent s'aggraver rapidement, mais là par exemple on est en train de travailler sur Bergerac à un projet alimentaire territorial, avec l'idée que si on développe le bio sur le territoire, on aura des pratiques vertueuses en surface, donc on peut reconquérir la qualité de la flotte dans la nappe. Ça me rendrait plutôt optimiste. Alors après, c'est vrai qu'il y a d'autres pratiques qui, elles, sont pas évidentes. Il y a d'autres désintérêts de la part de la personne publique qui ne me rendent pas non plus toujours optimiste. Mais tant qu'on trouvera des gens pour maintenir les préoccupations et l'unité de la Dordogne à la surface, je pense que ça ira. En gros, le PTB, il est là pour ça et je pense qu'il va rester pour ça. D'accord. Donc, puis il y a aussi des gens passionnés, enfin, même si bah, il y a différentes formes de passion. Et puis voilà, moi j'avais celle-là, d'autres en ont d'autres, et puis c'est pas, il n'y a rien de grave, quoi. Et alors, peut-être une dernière question, alors, par rapport au changement climatique, voilà, Ouais, grande crainte un peu générale, on ne sait pas vraiment ce ouais, que ce sera. Est-ce que pour vous c'est un enjeu oui, extrêmement fort avec oui. des risques qu'on peut circonscrire et est-ce que ça peut vraiment impacter le devenir de ce Oui, territoire? ça par contre, moi je suis plutôt pessimiste là-dessus. On nous annonce quand même, et le GIEC, c'est quand même des gens sérieux, enfin je veux dire, on nous annonce quand même des baisses de débit de pratiquement 20%. On a déjà, nous, énormément d'affluents qui sont à sec l'été. Donc là, écologiquement, c'est quand même un problème. Même en termes humains, en termes usage, c'est un problème. Donc je pense qu'on va avoir des problèmes de débit d'étiage, ça c'est sûr, avec des problèmes de concentration en pollution, ça c'est sûr. Donc ça me contrarie, parce que ça veut dire qu'il va vraiment falloir que tout le monde réagisse, qu'on mette de l'énergie sur l'épuration, il va falloir augmenter l'intensité d'épuration pour justement que cet effet concentration ne joue pas trop, qu'on modifie nos pratiques, y compris agricoles, avec des besoins en eau, il va falloir qu'ils diminuent. Alors même que la politique actuelle, c'est plutôt on va créer des retenues, mais les retenues, ça n'a jamais été une solution. Donc oui, ça m'inquiète un peu et ça me contrarie. Bon, ceci étant, nous on a presque une chance quand même, c'est qu'on est un pays touristique, qu'on a quand même ce classement UNESCO qui nous aide aussi euh, à maintenir aussi la réputation de la Dordogne à la surface des contraintes. Et donc, je crois qu'on peut s'en sortir grâce à ça, en faisant prévaloir tous ces éléments-là. Mais il va falloir qu'on trouve des solutions, ça c'est sûr. Alors bon, la reconversion de la vallée en pratique bio-vertueuse pourrait être une piste importante. Et puis après, ben, Et alors, j'ai finalement une dernière question par allez-y. rapport à cette labellisation réserve biosphère UNESCO. Justement, vous ne l'avez pas mobilisé ou cité, peut-être par manque de temps dans vos Ouais. réussites. Est-ce que pour vous, finalement,
une responsabilité particulière de représenter, voilà, je ne sais plus exactement combien dans le monde, 300 je crois, quelque chose comme Oui, oui, ça, c'est ça, ouais. 500. 500? Oui, oui, c'est une responsabilité, mais j'allais dire non, parce qu'en fait, ce label, c'est une récompense. C'est le constat que, malgré tout, on a réussi à peu près à s'en sortir. Qu'on a poussé les habitudes de concertation assez loin. On a fait des choses que les autres n'ont pas fait. Le sommet d'Ordogne, on est toujours, a priori, les seuls à avoir lancé ce genre de concertation de cette manière-là. Donc, ça veut dire on est sur une, j'allais dire une direction, sur une philosophie de vie dans cette vallée, dans ce bassin, qui a été reconnu comme agréable et plutôt sympathique et plutôt utile comme exemple. Bon, donc de ce point de vue-là, pas plus de responsabilité que ça. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à vivre heureux, quoi. C'est ça notre responsabilité. Et quand je vous parlais de Vitrac 2050, c'est ça l'idée. C'est comment est-ce qu'un bassin peut vivre le plus heureux possible, comment est-ce qu'une commune peut vivre la plus heureuse possible dans un décor comme celui-là. Après, l'UNESCO, ça existe, mais je ne le vois pas sous forme de contrainte. Moi, je le vois sous forme de... on a envie que ça reste comme ça, parce qu'on a envie que les gens qui viennent nous disent, 20 Dieu, vous êtes bien débrouillés, on vit heureux chez vous, quoi. Donc une récompense et un encouragement à continuer et Voilà, une persévérer. récompense et puis une envie de continuer voilà, dans cette direction-là. Mais absolument pas une contrainte en disant à cause de l'UNESCO, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Très bien. Un dernier mot, peut-être? Non, moi je veux dire, je suis arrivé ici, j'y suis resté, et puis j'y vis bien, et j'aime bien ce pays, j'aime bien les gens. Voilà, c'est des gens agréables qui ont gardé ce pays agréable, donc tout va bien, quoi. Ok. Et puis, ma foi, j'espère qu'Épidore va continuer à s'agiter, à bouger les choses et à empêcher que les choses ne s'enfoncent, quoi. C'est ça ce que je souhaite, moi, pour l'établissement, quoi. Et puis peut-être qu'on revienne sur du fondamental au niveau national, quoi, parce que ça, franchement, les, les Connaissance fondamentale, c'est ce que ça connaissances veut dire. fondamentales. Moi, je suis très très inquiet. Quand vous voyez la qualité j'ai des bouquins de Pierre-Paul Grasset, là, qui avait un château dans la vallée. Quand vous voyez la qualité, la précision de ce travail-là, je me dis que quelque part, pourquoi est-ce qu'on était bon en biologie? On était un pays qui était en tête de liste sur tous les problèmes biologiques et écologiques, et on est en train de perdre ce savoir-là. Alors bien sûr, on fait des tests ADN, on fait des tas de trucs comme ça, mais ça nous aide pas nous, quoi. Mhm. Ça va pas nous aider à régler les problèmes de cours d'eau. Il faut qu'on réinvente des biologistes compétents dans des tas de domaines. Moi, c'est ça sincèrement, c'est ma demande. On ne trouve plus d'écologistes maintenant. Maintenant, les quelques botanistes qui restent, ils sont dans les associations d'environnement, mais d'écologistes, de biologistes fondamentaux qui viennent sur le terrain, qui connaissent. Alors, de temps en temps, il y en a un. On a vu arriver un jour un chercheur de l'INRA qui était un fan du peuplier noir. Il est venu en Dordogne parce qu'on a encore des peupliers noirs. On l'a accueilli à bras ouverts, hein, parce qu'on lui a dit surtout reviens. Parce que ça nous a aidés, on n'avait pas bien saisi qu'était l'importance des peupliers noirs pour l'avenir, parce que c'est des souches qui sont extrêmement importantes, même si elles ne sont pas valorisables pour rien pour l'instant, elles existent en tant qu'existantes, ce qui est déjà pas mal. Et voilà, on était très content de le voir arriver, et dès qu'un chercheur veut venir ici, ça a été aussi une chose importante dont on n'a pas parlé, mais qui, moi, a structuré aussi ma carrière, c'est mon implication universitaire. C'est-à-dire que moi, j'intervenais comme prof à la fac de Limoges, je suis intervenu à Tours, un peu partout, et ça m'a toujours conforté dans l'idée de garder un lien étroit entre le monde universitaire, le monde de la recherche, et puis aussi des étudiants. Quand on accueille des étudiants ici,
ça fait bouger les esprits. J'espère qu'Épidore va continuer. Parce que ramener de l'intensité universitaire dans ce coin-là, c'est essentiel. Et moi, je m'y suis attaché beaucoup. On a fait venir beaucoup de groupes d'étudiants dans le secteur, parce que c'est indispensable. On est un milieu rural. On est loin de tout. On est cerné par des universités, Clermont, Limoges, Poitiers, Bordeaux, Toulouse, Montpellier un peu plus loin, mais chez nous, il n'y a rien. Et donc, moi, je me suis attaché à faire venir, par des biais multiples et variés, des universitaires dans le coin, parce que plus on est rural et plus on est loin de tout, plus on a besoin que les universitaires viennent nous amener ce savoir dont on parlait tout à l'heure. Parce que c'est pas uniquement moi qui l'ai le savoir. Je veux dire, si, moi, des sociologues, enfin, tous ceux qui veulent venir étaient les bienvenus. Jean Deveau, quand il travaillait sur la Crégus, sur le nord, vers les sources, je veux dire, c'est génial. Touchard, qui travaillait sur les étangs. Enfin, j'allais dire, moi, j'allais dire, les peu de compétences que j'ai pu acquérir, c'est au contact de tous ces mecs-là qui sont venus un peu chez nous. Quand l'hydromorphologue de Lyon vient travailler, vient nous donner un avis sur la Dordogne, heureusement qu'on l'a filmé, quoi. C'est l'accumulation de tout ça qui fait qu'à un moment donné, ce bassin, il existe aussi. Et ça nous ramène au début de la création, puisque c'était l'idée de l'IBD qui a disparu aujourd'hui. L'Institut du bassin de la Dordogne, Institut de recherche coordonné sur le bassin de la Dordogne, c'était ça l'idée de Dussart. C'était de ramener des scientifiques pour sauver un bassin, pour faire vivre un bassin, pour servir de support à la gestion. Ces idées-là, c'était des pères fondateurs, c'était des mecs géniaux, quoi. Et du coup, moi j'ai fait que finalement mettre en forme, faire perdurer tout ce que ces mecs-là avaient initié. Parce qu'un pays, il vit pourquoi? Il vit parce que si le combat associatif, c'était en gros l'illustration de la mobilisation sociétale autour de l'intérêt pour une vallée, l'IBD, c'était des chercheurs qui viennent amener de l'intelligence et de la science dans un bassin qui n'en a pas. Et puis après, Épidore, c'était l'institutionnel qui permet de mettre tout ça en musique et qui permet de rendre opérationnel ce dont la société a envie et ce que les chercheurs suggèrent. Et donc là, la boucle était bouclée, on avait un trépied qui fonctionnait pas mal. Hein. Entendu. Et donc voilà, moi j'ai été un peu l'enzyme de tout ce machin pour arriver à faire marcher ça. C'était avant. Ok, bah écoutez, je vous remercie. Et puis je vous souhaite bonne retraite. Bah oui. Très active, j'imagine, vous connaissant. Elle est active, ouais, parce que bon, j'ai pas envie d'arrêter. Bon, ouais.